Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carla Couton, qui est DRH chez Pure Storage. Elle a décidé de traiter le sujet DRH Europe dans une boîte US, l'équation interculturelle. Alors, vous verrez, il y a plein de choses qui se cachent derrière, mais je ne vais pas en dire plus. Hello Carla, je te laisse te présenter. Oui, merci Pauline de l'invitation. Je suis ravie en tout cas de participer à ce podcast. Je pense qu'il peut permettre de donner un peu de visibilité à ce corps de métier, parfois un peu incompréhensible, hein. Donc voilà, moi je m'appelle Carla, j'ai 31 ans. Je suis dans les fonctions RH depuis 5 ans à peu près. Donc j'ai un profil de juriste. J'ai effectué un master en droit du travail et gestion des ressources humaines que j'ai complété avec un master en droit comparé à l'Université de Montréal au Canada. Voilà, donc j'ai commencé, en tout cas, enfin ma fonction de HR au sein d'une boîte de télécommunications anglaise qui s'appelle Colt pendant 2 ans et demi. Et ensuite, j'ai intégré ma boîte actuelle, donc Pure Storage, une boîte d'IT américaine spécialisée dans le stockage des données. Donc, j'ai commencé il y a 2 ans et demi en tant que HR IMIEV. Donc, j'avais un périmètre France et je m'occupais un petit peu de l'Italie, transverse, de l'Espagne. Et depuis quelques mois, j'ai la fonction maintenant de DRH Europe du Sud. Donc, l'Europe du Sud, chez Pure Storage, comprend trois pays, l'Italie, la France et l'Espagne. J'ai une autre partie de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, je suis DRH de l'ATAM. Donc, l'ATAM, c'est Latin America. Il y a essentiellement le Mexique et le Brésil. Je n'ai pas précisé, mais en Europe du Sud, au total, on est à peu près 175. Et l'ATAM, on est entre 35 et 40 personnes. Et comme le dit ton titre, l'entreprise mère, donc le groupe, est américain, c'est ça? Exactement, américains. Et aux États-Unis, ils sont à peu près 5000 employés. Donc, on représente tout IMIA, à peu près 30% du chiffre d'affaires de la boîte. C'est une boîte relativement récente. En tout cas, en France, les premiers salariés sont arrivés en 2012. Donc, voilà, boîte relativement récente, en forte croissance dans toutes les régions. Voilà. Je dirais que la région dans laquelle je m'occupe, c'est pas une start-up, mais c'est entre une start-up et une moyenne entreprise. Aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de ce sujet de l'équation interculturelle. C'est vrai que quand on avait discuté un peu en off de quel sujet tu pouvais, traiter, celui-là, ça a pas mis longtemps à émerger et tu as pas eu de doute sur le fait qu'il était intéressant de le traiter. Pour le coup, c'est quoi déjà, les premiers points qui te viennent à l'esprit quand, tu évoques ce sujet et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Mais il y en a 3-4. Je pense qu'il y a cette complexité juridique multi-pays qui me challenge, on va dire, et qui me passionne tous les jours. Parce que l'enjeu principal, enfin les défis qui sont liés à la gestion des ressources humaines dans un environnement multinational, c'est constant. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a aussi évidemment boîte US égale KPI Sphere. Donc, il y a ce défi-là de naviguer entre la culture du business américaine slash les attentes européennes qui sont plus basées sur un équilibre parce qu'il y a un droit du travail qui est beaucoup plus présent. Puis après, on en discutait un peu tout à l'heure, mais comprendre les leviers d'engagement dans une boîte IT américaine, je pense que voilà, ça suscite un peu une discussion. On pourra sans doute en parler plus tard, quoi. Bon, bah, voilà, pour Voilà. tous ceux qui nous écoutent, le planning est lancé et du coup, tu voulais évoquer peut-être en premier donc cette partie, complexité juridique multi-pays. Ça veut dire quoi pour toi et quelles sont ces complexités? Déjà, le premier enjeu, moi, en tant que DRH, c'est vrai que je ne connaissais pas tous les cas de Lego, hein. En Espagne, en Italie, je les ai étudiés vaguement dans le cadre de mon master, mais c'est vrai qu'il y a tellement de détails. Je pense que c'est le premier enjeu, c'est vraiment de comprendre où est-ce qu'on met les pieds. Cette diversité des cas de Lego en matière de protection sociale et droit du travail, bien qu'elle soit similaire, en tout cas en France, en Espagne, en Italie, parce qu'en fait, enfin, tous ces droits-là, ils ont une appartenance commune au modèle continental.
romano-germanique, donc c'est un droit codifié. Donc souvent, je retrouve énormément de similitudes en France, en Italie, en Espagne, mais il y a quand même des nuances. La France, c'est un droit quand même hyper réglementé, avec beaucoup de formalisme, et évidemment avec la présence d'un comité social économique, qui est un acteur clé du dialogue social. Quand on regarde un peu le droit italien, il y a beaucoup de similitudes. J'en parlerai peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais même en matière de licenciement ou la gestion par exemple, du temps de travail. Mais voilà, il y a pas de CSE, il y a des conventions collectives. Et parfois, j'ai compris que l'interprétation de certaines règles enfin, différait en tout cas de la France. Et l'Espagne, c'est pareil. C'est un droit quand même un peu plus souple, mais c'est aussi un droit codifié. Et à l'opposé, on a le droit américain qui, lui, a ses fondements dans la common law, donc c'est un droit beaucoup plus flexible, pas du tout codifié. Typiquement, quand je parle de flexibilité qui s'illustre aux États-Unis, un exemple qui me vient à l'esprit rapidement, c'est le licenciement. Dans les boîtes américaines, c'est quand même, c'est des cas qui arrivent très régulièrement, hein, et qu'on est performance focus. Donc les Américains, ils ont un fameux concept, je dirais que c'est le at will employment. En gros, ça signifie qu'un employeur, il peut licencier quand il veut, enfin à tout moment, sans préavis, tant que le motif n'est pas jugé illégal. Donc souvent, c'est de la discrimination, ça peut être des représailles. Et moi, à l'opposé, j'ai mon droit français très structuré, avec des procédures oui, administratives assez longues, et heureusement d'ailleurs qu'il existe. Mais en fait, tout mon challenge là, en fait, c'est de sensibiliser et d'éduquer les Américains à cette sécurité d'emploi qu'on a, parce que quand on les écoute, évidemment, si on veut faire des réorganisations, des choses comme ça doit littéralement se passer en 2 semaines. Et ils anticipent pas, en tout cas, toutes les étapes que nous, on doit respecter. Je pense au licenciement, mais ça peut être aussi, par exemple, quand chaque année, il y a des plans de rémunération des commerciaux qui sortent. En fait, moi, je dois consulter le CSE, c'est une obligation légale. Et avant que j'arrive, il ne le faisait pas. Donc évidemment, moi, je suis là aussi je pense que mon rôle, c'est ça, hein, c'est d'alerter dans le moment où je dois respecter le droit français et toutes les spécialités. Donc voilà, c'est toute cette complexité juridique entre les pays sur lesquels je dois trouver en tout cas cet équilibre. On est loin d'être parfait, ça c'est certain. Mais je pense que c'est là où la DRH intervient, la DRH Europe en tout cas, c'est d'essayer d'être en conformité le plus possible avec les droits qui nous entourent. Donc ça, c'est un exemple. Après, autre exemple un peu plus sympa que les licenciement, il y a tout ce qui est sondage. Par exemple, diversité et inclusion, c'est assez à la mode aux États-Unis. J'ai appris récemment, et ça je ne savais pas, hein, mais aux États-Unis, donc les entreprises qui ont plus de 100 salariés, il me semble, doivent transmettre des données à un organisme spécifique qui permet donc aux compagnies de prouver qu'elles favorisent justement cette diversité. Donc ils ont toujours cette culture des données, toujours un data-driven, même dans le fameux DNI. Sauf que la diversité, ils la mesure d'une façon qui pourrait nous heurter. En tout cas, c'est déjà arrivé. Heurter les Italiens, heurter les Français, heurter les Espagnols. Parce que typiquement, ça m'est déjà arrivé de voir un sondage, des questions directes. Est-ce que vous êtes homosexuel? Est-ce que vous êtes bisexuel? Est-ce que vous vous sentez handicapé? Donc déjà, la traduction suscite quelques interrogations, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Et donc, là où moi j'ai dû intervenir, pareil, c'est que j'ai dit aux Américains, mais écoutez, je pense que nous, en tout cas aussi c'est culturel et aussi bien juridique, parce qu'on ne peut pas poser ce genre de questions. On a une interdiction totale, en tout cas en France, mais je pense qu'on peut mesurer la diversité autrement. Ça peut être la diversité de parcours, la diversité de genre, ou de même nationalité, et encore. Parce qu'ils parlent de race en plus dans leur sondage. Donc voilà, c'est là où il y a encore des enjeux juridiques où il faut trouver des indicateurs compatibles avec la RGPD, mais aussi pertinents pour le pilotage de toutes ces politiques DNI qui sont établies par le siège aux États-Unis, quoi. Donc voilà, il y a énormément de sujets, énormément de challenges dans tous les domaines HR qui sont liés enfin, en tout cas en Europe
à certaines obligations légales et c'est là où moi j'interviens, quoi. Tu parlais du coup de cette culture un peu data-driven que nous offrent les États-Unis, on va dire, le business américain. Mmh mh. Comment, tu gères ça en France? Est-ce qu'aujourd'hui c'est problématique? C'est simplement un sujet d'adaptation? Comment tu navigues avec ce sujet-là? C'est un point important, et je pense que tu parles d'adaptation et c'est vraiment le mot parce que les Américains donc ils ont cette pression, de high performance constante. Je pense que quand on rentre dans une boîte américaine, on le sait, une boîte d'IT et donc il faut s'adapter. Après en Europe, on a une grande sensibilité, hein, à l'équilibre, enfin en tout cas on essaye vie pro, vie perso, au bien-être et c'est là où il y a quelques, je dirais clashs en tout cas, enfin clash culturel. Il y a pas forcément de solution miracle, même dans un contexte américain KPIs first, hein, mais je pense qu'intégrer des mécanismes de dialogue social, entre guillemets «à l'européenne» peut renforcer en tout cas, la confiance des équipes et permet de donner une transparence. Ça, je m'illustre même, tout récemment, bah, hier, voilà, j'avais eu un meeting avec les élus et il s'avère que les Américains souhaitent rajouter des nouveaux KPIs d'évaluation de la performance, des commerciaux, et des ingénieurs et en fait, ils ont bien apprécié que je les prévienne évidemment en avance et que je les intègre dans du coup, ça va être un groupe de travail qu'on va faire ensemble, pas avec les Américains. Voilà, que je les intègre dans cette réflexion-là sur les indicateurs de performance. Ça permet un peu de, voilà, de nuancer ce souhait constant des Américains à faire en tout cas de l'inspection, des chiffres, quoi. Parce que encore une fois, les enjeux même, business diffèrent des États-Unis, diffèrent en France, diffèrent en Italie, diffèrent en Espagne. Donc je pense que voilà, c'est vraiment, essayer de les inclure dans cette construction-là de KPI, ça permet de faire passer les messages différemment, plutôt que ça soit très coercitif et dire: «Bon, bah, voilà, vous avez 6 KPIs, sur ce quarter, donc sur ce trimestre-là et basta, quoi». Moi, la question que j'ai à te poser sur cette partie KPI, c'est, tu parles d'échange, de mettre tout le monde dans la boucle, dès le démarrage pour s'assurer qu'il y ait pas de surprise et que tout le monde soit bien embarqué dans le projet. Est-ce que, c'est des concessions qui sont faites uniquement du côté européen? Ou est-ce que aussi les Américains, arrivent à rentrer dans cette discussion et à s'adapter et vous trouvez un juste milieu quoi, un Mmh. compromis? Alors, ça dépend. Au départ, comme il n'y avait pas de DRH, il n'y avait aucune concession. Donc c'est-à-dire qu'ils présentaient leurs métriques d'évaluation et il n'y avait pas de retour. Maintenant, ils ont du mal, hein, à maîtriser, leur, politique de communication. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs DRH, enfin des directeurs HR, ça a pas tout à fait encore enfin la même définition que des DRH, en Europe, mais ils sont basés aux États-Unis et il y en a certaines qui ont ce réflexe-là de me dire: «Carla, attention, est-ce que sur ces sujets-là, pardon, de métriques, est-ce qu'on doit te mettre dans la boucle? Est-ce que tu dois en parler au CSE?» Et donc ça, c'est là où ils se sont adaptés et on peut parler, oui, de concessions si tu veux, et nous, voilà, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice sur la construction, des métriques. Après, tu vois, je sais que l'Europe du Sud a, plus d'impact, donc ça, je pense que c'est aussi culturel, sur ce sujet-là. Parce qu'on fait plus de bruit. Ça, je pense que c'est une réalité. Pour, discuter aussi avec, certains collègues, allemands, ou alors aussi on a une région, l'Europe du Nord, enfin autant te dire qu'on les entend très peu. Nous, on a vraiment cette culture de, voilà, de verbaliser en tout cas, notre mécontentement ou, pas que, hein, même verbaliser enfin les points positifs, de la boîte, quoi. Donc, le fait de concession, c'est un terme qui est assez, péjoratif. Mais je dirais c'est plus de l'adaptabilité par rapport aux diversités, culturelles, quoi, et aux attentes des collaborateurs. Pour faire suite un peu à cette partie, différence, interculturelle, tu as aussi, bah, le management interculturel qui est différent, j'imagine, les communications qui sont différentes, que tu dois vivre au quotidien, Ouais. entre toi et bah, les Américains, mais aussi toi avec, t les différents pays que tu pilotes. Alors autant, les différents pays en Europe, du Sud, mais aussi avec le LATAM finalement. Comment Mmh. toi tu gères tout ça? C'est un vaste sujet. C'est vrai que, au début, donc j'avais, un périmètre France un peu plus étendu, et Espagne, Italie et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'équipes qui
sont en transverse. Donc, elles ont parfois des managers basés aux États-Unis, des managers basés au UK, des managers basés à Prague. Bref. Là, je me suis vraiment rendu compte que il y avait beaucoup de managers qui n'avaient pas évidemment les mêmes réflexes que les managers français pour gérer leurs équipes. En France, par exemple. Donc là, j'ai essayé enfin, je pense que c'est mon rôle principal, c'est de développer des clés de communication efficaces pour que les managers aient les bons réflexes en fonction des pays. C'est assez complexe. Typiquement, j'ai un exemple là, récent sur quand on est cadre en France, on a un forfait, enfin, un entretien forfait joueur à remplir tous les ans. Mais les Américains, tu leur envoies ça, ils n'ont jamais entendu parler de cet entretien forfait jour. Les Italiens qui gèrent des Français, pareil, même si, encore une fois, ça leur parle un petit peu plus, hein, les sujets de temps de repos, temps de travail, évidemment. Mais c'est des spécificités, par exemple, qu'on a en France, auxquelles les autres sont pas du tout alertes, quoi. Donc, je pense que je gère ça par je fais beaucoup de meetings avec les managers étrangers pour essayer de leur faire comprendre certaines spécificités. Bah, notamment l'entretien forfait jour. Je leur ai donné un petit training. J'avais quelqu'un qui m'aidait aussi pour ça. Mais le but, c'était de leur expliquer pourquoi est-ce que ça existait, quel était l'objectif, et après leur donner les clés un peu de lecture sur l'entretien, quoi. On a adapté évidemment en anglais. Après, il y a aussi d'autres aspects. Tu me parlais de la TAM. Latin America, par exemple, le droit est beaucoup plus flexible parce qu'il se rapproche du droit américain, comme un law. Je ne veux pas faire de généralité, il y a quand même des détails, mais en tout cas, je l'ai vu la première fois. Et on en parlait tout à l'heure, mais je connais pas du tout, enfin, je ne connaissais pas du tout le droit mexicain ni le droit brésilien. Mais je me suis rendu compte que dans l'approche, en tout cas, il y avait plus de similitudes avec le droit américain. Sur la communication, et ben, les managers, par exemple, ressemblent plus aux managers d'Europe du Sud. Ils ont cette proximité-là avec les collaborateurs. Les managers américains n'ont pas forcément. Ils ont aussi un côté très pas vindicatif, mais voilà, ils sont moins policés, ils sont très directs avec leurs salariés. Puis attention aussi, la TAM, c'est une petite structure. Donc évidemment, il y a plus de proximité avec les collaborateurs. Je pense que les managers interculturels, enfin, en tout cas, la communication, moi, c'est là où j'ai vu des grosses différences, c'était avec les managers américains. Même il y a un an, je m'occupais aussi un peu de l'Irlande et typiquement, à un moment, je me rends compte qu'il y a un collaborateur basé en Irlande qui travaille 7 jours sur 7. Et donc, j'appelle la manager américaine, je me dis, mais elle a pas de temps de repos. Je dis, bah non, mais là, elle a travaillé dimanche. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et en fait, tout ça, enfin, c'est des réflexes. Évidemment, j'étais outrée. Je dis, mais bah, évidemment, enfin, je lui explique comment est-ce que ça fonctionne. Mais ne serait-ce que d'avoir cette absence de réflexe de dire, bah, il faut du temps de repos compensateur, en tout cas pour un collaborateur qui travaille 7 jours sur 7, euh, l'approche est totalement différente aux États-Unis. Je sais que moi, les managers italiens, espagnols, français ont à peu près les mêmes réflexes. Mais alors, quand on parle de management américain, là, c'est vrai que ils sont un petit peu à des années-lumière de nous. Mais c'est là où on doit rentrer en jeu parce que personne les coach, personne les forme aux États-Unis. Donc, parfois, ils sont aussi un petit peu des victimes collatérales des organisations américaines et ils n'ont pas de support. Donc, c'est là où moi, je dois intervenir. Un groupe où il y a autant de pays différents, j'imagine que la culture d'entreprise, elle est aussi difficile à créer. Ouais. Hem, Toi, tu en es aussi garante en tant que DRH. Comment tu crées cette culture d'entreprise en sachant que je pense que comme beaucoup, on a l'image, alors peut-être, très caricaturée des Américains qui sont très show off, c'est my friend, enfin on est trop dans le convivial, mais derrière ça peut aussi aller très vite dans des décisions qui sont difficiles à prendre, ce qui est pas du tout le cas, de l'Europe. Comment tu gères ça et comment tu insuffles, une culture d'entreprise au sein de Pure Storage? C'est complexe. Je vais citer une économiste hein, que j'aime beaucoup, il s'appelle Claudia Seni, qui est spécialisée dans l'économie du bonheur et puis l'étude du bonheur au sein du travail. En fait,
la culture et les normes sociales influencent beaucoup sur la perception enfin, du bonheur dans une entreprise. Tu vois, dans certains pays, par exemple, l'Europe du Nord, les salariés attendent un équilibre très très fort entre leur vie pro et leur vie perso. Quand tu regardes aux US, ça c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les études, la réussite et la performance sont valorisées. Et donc ça modifie, je pense, considérablement la manière dont les salariés ils évaluent leur satisfaction et au sein d'une culture d'entreprise, tu vois. Donc, là encore une fois, j'ai pas forcément d'éléments clés, mais moi, en tout cas, dans ma région, c'est là où j'ai un rôle, je suis vraiment en binôme avec le RVP, c'est les régional vice-présidents, donc c'est le directeur commercial, si tu veux, de l'Europe du Sud. Donc, on a vraiment un rôle où on essaye d'insuffler c'est tout bête, mais voilà, on essaie de faire des réunions d'équipe entre nous, entre Europe du Sud. On essaie de proposer des moments de team building, des choses assez sympas. Mais on sait, et je pense que c'est un peu pas une hérésie, mais avoir exactement la même culture d'entreprise en Europe du Sud qu'aux États-Unis, c'est impossible. On voit dans certaines boîtes, il y a, je sais pas, il y a des tables de ping-pong. Aux États-Unis, ils adorent faire ça, montrer qu'ils font du sport entre eux. Ça fonctionnera pas forcément en France, quoi. Donc, nous, on essaie vraiment de valoriser. Il y a quatre choses, je pense qu'on essaie de bien faire, qui n'existent pas forcément, enfin, pas assez, qui pas important pour les Américains, mais c'est vraiment la qualité des relations qu'on a. Mais pas que du vertical, c'est-à-dire entre manager et salarié, c'est vraiment l'écosystème interne qu'on essaye de valoriser. On essaye de faire en sorte que tout le monde se parle. Ça, c'est important parce que souvent, on peut travailler aussi en silo. Il y a ça, il y a alors la reconnaissance qui passe pas forcément par l'argent parce que on en discutait un petit peu tout à l'heure, mais on est dans une boîte américaine d'IT et les collaborateurs sont extrêmement bien payés. Et moi, je me suis demandé qu'est-ce qui les faisait maintenir. Et je pense que au-delà de cette reconnaissance financière, il y a aussi la reconnaissance des managers et des petites choses qui passent par là, des remerciements, des choses comme ça. Donc, ça, c'est culturel aussi à l'Europe du Sud. Je le sais, enfin, parce que pour discuter aussi un peu avec mes collègues d'Europe du Nord. Ils n'ont pas trop ça. Il n'y a pas trop de proximité entre les collègues. Ils vont pas se dire à 18h30, on va boire un verre en bas. Enfin, il y a moins de spontanéité. Et ça, c'est vraiment réel. Il y a ça. Et puis, je pense qu'un autre point, c'est l'égalité de traitement qu'on essaye de mettre en avant. Là-dessus, je pense à la transparence des salaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'on monte les salaires à tout le monde, mais ce qu'on a mis en place, et ça a plutôt bien marché parce que j'ai vu les résultats positifs dans les enquêtes. Enfin, tous les ans, on a des enquêtes de satisfaction des collaborateurs et on pose plein de questions. Et donc, je voulais voir l'impact que ça avait ou pas. J'avais pas forcément la réponse, hein, d'ailleurs, de donner cette politique de transparence, donc de salaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque collaborateur, on a des grilles hein, de salaire qui chaque année sont revues par un cabinet externe. Donc, on leur a donné leur fourchette de salaire et leur niveau de job interne, on s'appelle ça, en fonction de leur poste. Et on a expliqué, voilà, toi, tu es à tel niveau, tu as tant de salaire, tu as telle ou telle compétence. Si tu veux aller au niveau supérieur, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Ça. Et en fait, c'était à double tranchant parce que soit ça aurait pu les frustrer, parce qu'évidemment, on sait que tout le monde se parle, et donc il y a ce côté où, bon, bah voilà, bouche à oreille, bah, pourquoi est-ce que lui dans mon équipe, il gagne plus que moi, parce que pourtant on a à peu près enfin, les mêmes compétences, les mêmes expériences. En fait, ils se sont rendus compte que bah, ils étaient moins frustrés parce qu'on leur a donné de la transparence et du coup, ça leur a permis d'avoir cette vision moyen-termiste de OK, bah, ça me donne ou pas, d'ailleurs, ça dépend des gens. Il y en a qui sont très contents là où ils sont, mais voilà, ça me donne une marge de progression. Et puis, de toute façon, voilà, c'est pas parce que la personne à côté de moi, elle gagne 5, 10 cas de plus que tout s'écroule, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai un peu dérivé parce que culture d'entreprise et slash bonheur au travail, enfin, et engagement, c'est quand même des concepts qui sont relativement liés. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de leviers, hein. La culture d'entreprise, ça passe, à mon sens, par ces trois, quatre aspects que j'ai cités, quoi.
Tu as donné beaucoup d'exemples, je pense qu'on Ouais. se projette bien dans ce que tu fais et merci beaucoup. Moi, j'aimerais pouvoir te demander, une réussite que tu as réussi à bien mener alors que c'était difficile, notamment avec les challenges interculturels et aussi un échec que tu as vécu ou et peut-être qu'avec des conseils de comment tu ferais différemment pour que ça passe ou pas d'ailleurs? Alors, une réussite, donc avant on était pro télétravail. Ils étaient hyper en avance sur nous, hyper déconstruits sur, le sujet. Sauf que là, on revient, tu sais, comme Amazon, comme, un peu Google aussi, je crois, voilà, espèce de retour sur site parce qu'on veut que les collaborateurs viennent, et parce que, mine de rien, je pense que bon, c'est important, hein, de trouver cet équilibre-là, de travail hybride. Mais sauf qu'aux États-Unis, ils se sont rendus compte que personne ne venait et pourtant ils ont des super logos et donc le CEO, en mai, là, récemment, a, voulu que, en tout cas aux US, ils reviennent 5 jours sur 5. Évidemment avec, certaines adaptabilités, pardon, en fonction de ton travail, parce que les commerciaux n'attendent pas qu'ils soient 5 jours sur 5, sur site, sinon ça veut dire qu'ils vont pas voir les clients. Mais voilà, il y avait certaines flexibilités et sauf que, donc cette politique-là, elle s'est mise en place aux US et moi je suis intervenue parce que du coup je représente aussi, l'Europe, EMEA et au début, ils voulaient pas en entendre parler. Ils voulaient que cette politique, soit enfin on ait cette politique IMIA calquée à 100 sur la politique US. Sauf que encore une fois, dans nos régions, il y a aussi des spécificités. C'est-à-dire qu'en Espagne, même en Italie, les bureaux sont trop petits pour accueillir tout le monde en même temps. Donc ça, c'est plus, un obstacle matériel. Après, on a aussi, eu des obstacles sur le fait qu'on a des collaborateurs qui sont en contrat, on appelle ça contrat remote, donc des contrats pas sur site. Et sauf qu'au départ, les États-Unis se sont dit: «OK, non, on s'en fiche, même les contrats remote doivent revenir», sauf que légalement, c'est impossible. Donc j'ai travaillé, je pense, je dirais 1 mois avec les États-Unis, pour essayer d'apporter énormément de nuances à leur politique initiale et pour qu'on puisse la déployer ou pas d'ailleurs, en Europe. Et donc ça, c'est une grande réussite parce qu'au début, ils voulaient pas en entendre parler, sauf que nous, on n'avait pas du tout les mêmes problèmes. Les collaborateurs revenaient sur site. Certes, pas 5 jours sur 5, mais moi je pense que c'est même contre-productif de demander à maintenant, en tout cas de nos jours, à collaborateurs de venir, tous les jours sur site. Mais voilà, on a apporté des nuances et donc déjà et puis il y aura pas de ils adorent, se faire pincement, mais c'est le traquage des badges. Évidemment, en France, c'est compliqué à mettre en place, c'est possible, mais c'est compliqué. En Italie, il y aura pas non plus, en Espagne non plus. Donc c'est un peu une réussite parce qu'ils ont du mal au début, ils sont, et c'est OK, enfin moi je suis là pour qu'on dialogue de façon constructive, mais vraiment là où c'était compliqué, c'était de leur dire: «On n'a pas les mêmes, problématiques que vous et donc par définition, votre politique, elle est pas du tout adaptée à nos besoins, quoi». Et je leur ai dit aussi, moi je attention, hein, si on met en place enfin, ce retour sur site 5 jours sur 5, je pense qu'on aura aussi des impacts négatifs d'attrition parce que les boîtes tech, on a des commerciaux, mais on a aussi des ingénieurs qui parfois aussi, si on veut enfin, attirer des jeunes talents, on sait bien que maintenant, du 5 jours sur 5, c'est difficilement concevable, dans la vie d'un jeune, quoi. Je dis attention en termes d'attrition et puis après aussi d'émissions. On l'a bien vu, hein, même Amazon, il y en a beaucoup qui sont partis, donc voilà, c'est un peu un succès parce qu'on voit pas voilà, cette politique, en tout cas, va pas être implémentée, en Europe. Donc ça, je suis contente. Voilà. Oui, ils nous écoutent quand même, hein. C'est pas il y a des fois, c'est pas évident. Ça me permet de finir avec un exemple où je dirais j'ai échoué. C'est dans la mise en place, mais c'était l'année dernière, de certains indicateurs de performance où là, j'ai pas travaillé avec le CSE là-dessus, parce qu'on n'y a pas pensé, heu et que ça a été mis en place relativement vite. Quand je dis vite, c'est-à-dire qu'en 3 semaines, ils avaient déjà, travaillé sur les indicateurs sans nous mettre dans la boucle. Ça aussi, parfois c'est complexe parce que ça m'arrive, même si c'est de moins en moins, mais parfois je découvre des des politiques comme ça, ou des sujets en tout cas d'indicateurs de performance auxquels j'étais pas au courant. Les salariés sont au courant avant moi.
Donc bon, il y a quand même il y a des manquements, il y a encore des dysfonctionnements, mais j'essaie de les rattraper. Mais l'année dernière, typiquement, oui, ils ont mis en place un espèce de scorecard. On évalue certains commerciaux sur des indicateurs qui, en tout cas, étaient complexes et pas tellement adaptés au marché français. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en fonction des produits qu'on vend, il y avait plus ou moins une note. On était dans le rouge, dans le jaune, dans l'orange, voilà. Et c'est un peu un échec parce qu'il y a eu quelques, je pense, erreurs d'appréciation dans les notations dues à ces indicateurs-là qui n'étaient pas alignés, adaptés avec le marché européen, quoi. C'est quelque chose que j'essaye de faire différemment. C'est toujours, en fait, c'est à moi aussi d'être proactive auprès des Américains et leur dire, OK, est-ce qu'il y a des nouveaux sujets en cours, quels sont les nouveaux projets RH, etc., quoi. Il suffit que j'en loupe un et là, c'est compliqué à rattraper. C'est quoi tes bonnes pratiques et les apprentissages que tu as eus depuis que tu es, DRH, Europe, et LATAM? Ah bah, les bonnes pratiques, en tout cas, quand on arrive sur des régions, c'est être à l'écoute parce qu'en France, c'était facile et que j'ai aussi cette proximité physique avec les collaborateurs. Mais quand on est loin, c'est compliqué. Faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Parce que, enfin, en visio, il y a pas le body language, pardon, il y a des choses qui nous échappent. Donc, je pense que c'est vraiment écouter, enfin, avoir cette écoute active, être humble, parce que c'est pas notre culture, mine de rien, même si on est proche. Et même si moi j'ai des origines italiennes, l'Espagne, je connais bien, mais je sais pas ma culture. Donc, c'est aussi, voilà, en tout cas, prendre toutes les informations qui nous, qui sont fournies et puis essayer de comprendre ensuite les enjeux. Donc ça, c'est une bonne pratique, vraiment. C'est pas d'arriver avec nos grands chevaux et dire, OK, bon, bah, on va faire ça, 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 parce qu'en France, ça marche bien. Donc, ça, c'est pratique. Après, je pense qu'il faut aller voir les collaborateurs aussi. Bon, j'ai pas budget limité, hein, mais c'est la présence physique, c'est hyper important. C'est là où on arrive à comprendre la dynamique d'un pays. Après, honnêtement, j'ai pas mis en place par cette proximité-là que j'essaie d'avoir, et c'est de comprendre aussi les business, parce que ça, je pense, c'est la nouvelle approche aussi en tant que RH, c'est d'être proche du business. Quand je dis business, c'est les responsables commerciaux, les responsables ingénieurs. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi je pense, à comprendre tous les enjeux macro d'une compagnie, hein. J'allais dire IT, mais de n'importe quelle autre compagnie. Donc ça, je pense que c'est une bonne pratique à avoir. Même parfois, ça m'arrive quand j'ai le temps, je viens et je regarde, on appelle ça les forecast calls. Donc, c'est les revues de forecast, c'est les revues de toutes les opportunités business qui sont en cours. Moi, je vois les questions qui sont posées aux commerciaux et donc tout ça, je pense que ça permet d'avoir la full picture de la boîte et de façon si je prends l'entonnoir de la boîte et puis ensuite des équipes de chaque pays, quoi. Donc ça, je pense que c'est une approche peut-être un peu singulière, mais que moi j'aime bien avoir et en tout cas je peux me le permettre parce que comme on n'est que 150, bah, j'ai cette proximité-là. Et ce que ferais le mieux, en tout cas, on a toujours des marges de progression, donc c'est vrai que on est une boîte relativement récente, donc on a beaucoup d'actions à mettre en place, notamment en matière de benefits. Donc, tout ce qui est politique de prévoyance, mutuelle, etc. Et ça encore, enfin, aux États-Unis, ils savent pas de quoi je parle, quoi. Pour finir, j'aime bien poser cette question, mais pour tous les DRH ou RH qui t'écoutent et qui sont soit aussi, avec un scope, plus international ou, qui vont le devenir, quels sont les conseils que tu aimerais, pouvoir leur partager aujourd'hui? Moi, j'ai mon expérience, je vois ça de mon prisme DRH au sein d'une boîte IT américaine. Donc peut-être que probablement ça diffère de plus grosses boîtes, je sais pas, du CAC 40. Je sais que la dynamique et les hiérarchies sont pas pareilles. Mais moi, ce que je conseille en tout cas pour des boîtes qui sont similaires à celles de Pure Storage avec un effectif euh, plutôt équivalent, vraiment, je pense que l'approche DRH proche du business, c'est hyper important. C'est d'ailleurs maintenant, enfin, pour ça, le fameux rôle de HR Business Partner qui n'existait pas il y a 5 6 ans. Maintenant, je trouve que prend un petit peu de sens. C'est hyper important et c'est comme ça qu'on donne
aussi des responsabilités et qu'on donne la parole aux DRH. Qu'avant, même les DRH qui font pas partie du CODIR, mais c'est impensable. Et moi, ça m'arrive parfois de moins en moins, mais qu'avant, on mette pas dans la boucle des décisions qui sont hyper importantes et qui concernent, les employés. Donc je pense que en tant que DRH dans ces boîtes-là, en tout cas, il faut s'assurer d'être proche, des collaborateurs, mais aussi surtout du management, et c'est de comprendre aussi au mieux bah, leur travail, qui mine de rien va changer aussi avec l'IA. Donc ça, c'est un premier conseil. Après, sur l'aspect Europe, peut-être que c'est une redite, mais je pense qu'il faut essayer d'aller voir les collaborateurs et il faut pas arriver il faut arriver avec cette humilité-là, d'abord pour bien comprendre les enjeux, parce que mine de rien, on pense connaître les Espagnols, les Italiens, mais c'est pas la même chose. Il y a toujours des nuances et même le mode de communication est différent, quoi. Il faut essayer en tout cas de développer cette intelligence émotionnelle ou cette adaptabilité pour essayer de faire passer des messages comme on peut. Parce que je vais pas parler pareil à un manager espagnol qu'un manager italien, par exemple. Même si ça reste un pays méditerranéen, je pense qu'il faut apporter des nuances, quoi. Donc voilà. Merci Carla pour tous ces partages et pour tout ce que tu nous as apporté, durant ce podcast et cet épisode-là. Pour tous ceux qui nous écoutent, eh ben, j'espère que le podcast, de Carla, du jour vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de ma vie de DRH et surtout merci beaucoup Carla pour ton partage aujourd'hui. Et merci à toi, Pauline. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de ma vie de DRH.